Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons résoudre la série de TD 7. La résolution est déjà faite en présentiel, mais le refaire suite à la demande des étudiants. Alors, loi de probabilité. Donc, les lois de probabilité sont finalement des variables aléatoires. Donc, vous avez 3 lois à étudier: loi binomiale, loi de Poisson, loi normale. Alors, la loi binomiale. La loi binomiale décrit la distribution de probabilité dès qu'il s'agit d'un décompte de succès parmi un essai répété identique. La probabilité de succès est indépendant. Donc, vous avez le résultat d'un essai indépendant, le résultat de tous autres essais. Chaque essai n'a que 2 résultats possibles, succès ou échec. Alors, la probabilité de succès à un essai identifié par la lettre P, alors que la probabilité d'échec lors du même essai est identifiée par la lettre Q égale à 1 moins P. On note X suit BNP. Alors, donc, loi binomiale, c'est une loi discrète finie. Vous avez les conditions de validité de cette loi: la répétition, l'indépendance, l'alternance, la probabilité d'avoir K succès, Px égale à K, c'est C1K, P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Donc, puisque c'est une variable aléatoire, donc l'espérance de cette variable, c'est NP et la variance, c'est NPQ. Alors, la probabilité de X égale à K, c'est la probabilité d'avoir K succès et N moins K échec. Alors, la deuxième loi, c'est la loi de Poisson. Alors, la loi de Poisson décrit la distribution de probabilité de nombre d'apparitions d'un événement survenant pendant un temps donné ou dans un espace délimité. Alors, le nombre moyen d'apparitions est constant pour chaque unité de temps ou espace. La probabilité d'avoir K apparitions de l'événement, c'est pi de x égale à k, c'est exponentielle moins lambda, lambda à la puissance k, divisé par k factoriel. Donc, vous avez la loi de Poisson, c'est une loi discrète. La loi de Poisson dépend d'un seul paramètre, lambda. L'espérance de cette loi, c'est lambda, la variance, c'est lambda. Donc, la loi de Poisson, c'est une variable aléatoire, discrète aussi. Alors, donc la loi de Poisson est souvent utilisée quand la distribution désigne le nombre d'apparitions d'un événement rare. D'accord? La troisième loi, c'est la loi normale. X suit N, M, sigma. Donc, la loi normale, c'est une loi continue, d'accord? Donc, c'est une variable aléatoire continue dont la courbe est parfaitement symétrique et en forme de cloche, d'accord? Admet une fonction de densité f, d'accord? L'espérance de x, c'est m, la variance, c'est sigma carré,
D'accord? Maintenant, la loi normale centrée réduite. N01. Il s'agit d'une loi normale de moyenne mu égale à 0 et un écart type sigma égale à 1, d'accord, dans la fonction de répartition définie par pi, d'accord. Pourquoi ce centrage réduction? Donc, centrage réduction, si vous avez x suit nm sigma, donc la première étape, c'est la transformation de x à z égale x moins m divisé par sigma. Alors, pourquoi? Parce que la loi normale centrée réduite est une loi tabulée. D'accord? Donc la loi 101, d'accord? Donc vous avez l'aire totale donc l'aire totale c'est 1, d'accord? D'accord? La courbe est parfaitement symétrique, d'accord? Par exemple, pour chercher la probabilité de z inférieur ou égal à 7, donc c'est pi, la fonction de répartition dans le point z, donc par exemple c'est z, donc c'est pi de z c'est 7 par t assuré, d'accord? Donc c'est la probabilité d'avoir z inférieur ou égal à z. Vous avez aussi approximation des lois, d'accord? On va commencer à résoudre les exercices. Alors, exercice 1. Un service médical reçoit en moyenne 4 appels par période de 8 heures. On désigne par X le nombre d'appels reçus par ce service dans une période de 8 heures. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce que le X ici, c'est quoi? Le X, c'est le nombre d'appels par période de 8 heures. D'accord? Nombre d'appels. Donc, vous choisissez entre la loi binomiale ou bien la loi de Poisson. Est-ce que vous avez les conditions de la loi binomiale sont satisfaites ou bien il s'agit bien de la loi de Poisson? Alors, qu'est-ce que vous avez dans cet exercice? Regardez. Vous avez un événement survenant pendant un temps donné. D'accord? Donc, période de 8 heures. Vous avez un seul paramètre, lambda, c'est la moyenne. Donc, toujours le paramètre lambda de Poisson, c'est la moyenne. Donc, lambda égale à 4.
Donc, x suit la loi de Poisson, P4. La probabilité d'avoir x égale à k, c'est exponentielle moins 4. 4 à la puissance k divisé sur k factoriel. Utilisez cette loi pour calculer la probabilité de x supérieure à 3. Donc, x supérieur à 3. Donc, si vous voulez présenter la loi de probabilité, donc qu'est-ce que vous avez, loi de probabilité? Donc, finalement, j'ai déjà dit une loi de probabilité, loi, c'est une variable aléatoire, discrète. Donc, voilà, là, vous avez loi de probabilité. Donc, qu'est-ce que vous avez? Les x et, d'accord, PI. Donc, les réalisations de x pour la loi de Poisson, c'est de 0 jusqu'à l'infini dans cet exercice. Alors, 0, 1, 2, 3, avec les probabilités associées. Par exemple, la probabilité de x égale à 0. Vous remplacez k par 0, donc exponentielle moins 4. La probabilité de x égale à 1, c'est exponentielle moins 4, 4 à la puissance 1 sur 1 factoriel, ainsi de suite. C'est clair. Pour avoir une loi de probabilité, vous devez avoir la condition, la somme des PI égale à 1. D'accord? Donc, il s'agit bien d'une variable aléatoire discrète. Donc, elle est définie par la loi de probabilité. Alors, la probabilité de x supérieure à 3. Regardez, 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, vous devez utiliser l'événement contraire. Donc, P de x supérieur à 3, c'est 1 moins la probabilité de x inférieure ou égale à 3. Donc, c'est 1 moins la probabilité de x égale à 0 plus 1 plus 2 plus 3. Donc, c'est 0,566. La probabilité de x égale à 4, donc inférieure strictement à 4. Donc, c'est la probabilité de 0 jusqu'à 3. La probabilité de x supérieure à 0 aussi, donc, puisque la loi de Poisson c'est une loi infinie, donc de 1 jusqu'à l'infini, donc vous ne pouvez pas utiliser la démarche des règles, donc de préférence utiliser l'événement contraire. Donc, la probabilité de x supérieure à 0, c'est 1 moins, regardez, supérieur strictement à 0, c'est-à-dire de 1 jusqu'à l'infini. Donc, le contraire, c'est la probabilité de x égale à 0. C'est clair. Donc, ici, x égale à 0. Voilà. Exercice 2. Alors, le nombre de noyades accidentelles est en moyenne de 3 par an pour une population de 100 000 habitants. Calculez la probabilité que 3 noyades seraient enregistrées pour cette population durant l'année suivante. Donc ici, alors, pour identifier la variable, regardez la question. La question, c'est quoi la probabilité que 3 noyades? C'est clair. Donc, la variable aléatoire étudiée ici, c'est le nombre de noyades accidentelles. C'est clair. Toujours, qu'est-ce que vous avez? Vous avez événements survenant pendant un temps donné, c'est regardez par an. Donc, vous avez un temps, c'est clair. Donc, il s'agit bien de la loi de Poisson. Le paramètre de Poisson, j'ai déjà dit toujours, c'est la moyenne. Donc, x suit p de 3. Donc, x égale à k, c'est exponentiellement 3. 3 à la puissance k divisé par k factoriel. La probabilité d'avoir exactement 3 noyades, vous remplacez k par 3.
Alors, la deuxième question, la probabilité que 3 noyades seraient enregistrées pour cette population durant les 2 années suivantes. Donc, les 2 années suivantes, donc pour la première année et pendant la deuxième année. Donc, vous pouvez utiliser 2 méthodes. Donc, la première méthode, c'est le nombre de noyades durant la première année. Donc, j'ai déjà expliqué, c'est une loi de Poisson avec le paramètre lambda égale à 3. Vous avez aussi le nombre de noyades durant la deuxième année, c'est loi de Poisson, d'accord, Y sous P de 3. Alors, on va prendre l'événement A. 3 noyades seraient enregistrées pour cette population durant les 2 années suivantes. 3 noyades, c'est-à-dire, pour cet événement, qu'est-ce que vous avez? A, c'est quoi? X égale à 0, Y égale à 3. Ou bien, X égale à 1 et Y égale à 2. Ou bien x égale à 2 et y égale à 1, ou bien x égale à 3 et y égale à 0. Donc, j'ai déjà dit, pour les probabilités, le i traduit par l'intersection, le ou est traduit par l'union, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez? X égale à 0, inter, y égale à 3. Union avec x égale à 1, inter, y égale à 2. Union avec x égale à 2, inter, y égale à 1. Union avec x égale à 3, y égale à 0. Donc, vous avez 4 événements. D'accord? Alors, pour calculer la probabilité de l'union, on utilise le terrain de probabilité totale. La question qui se pose, est-ce que les événements sont compatibles ou bien incompatibles? C'est clair. Donc, compatible, ça veut dire les 2 événements réalisés en même temps. L'intersection existe. D'accord? Donc, disjoint ou bien incompatible, c'est-à-dire l'intersection n'existe pas. Compatible, c'est-à-dire l'intersection existe. D'accord? Regardez, si on va prendre le premier événement, x égale à 0, y égale à 3, et x égale à 1, y égale à 2, est-ce que vous pouvez avoir les 2 événements réalisés en même temps? Non. C'est la même chose pour le troisième événement et le quatrième événement. Donc, les événements sont disjoints ou bien incompatibles. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Maintenant, pour chaque événement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'intersection de 2 événements. Pour évaluer la probabilité de l'intersection, on utilise quoi? Ou bien on discute quoi? On discute l'indépendance. Est-ce que l'événement x égale à 0 influe sur l'événement y égale à 3? Pas de tout, donc les 2 événements sont indépendants, ce qui implique que la probabilité de l'intersection, c'est la multiplication. Donc, c'est la probabilité de x égale à 0 fois la probabilité de y égale à 0. C'est la même chose ici. Qu'est-ce que vous avez? X égale à 1, indépendant avec y égale à 2. Donc, la probabilité de l'intersection, c'est la multiplication. Donc, finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous calculez x égale à 0, y égale à 3, x égale à 1. Donc, chaque fois, vous remplacez la valeur de k. Donc, vous avez cette probabilité égale à 0,892. D'accord? Deuxième méthode. X, c'est le nombre de noyades durant la première année. Y, c'est le nombre de noyades durant la deuxième année. Donc, X plus Y,
suit la loi P avec lambda plus lambda 1 plus lambda 2. Donc, P de 6. Donc, la probabilité de x égale à k, c'est exponentielle moins 6. 6 à la puissance k sur k factoriel. Donc, vous avez, si vous avez x, suit la loi de Poisson avec le paramètre lambda 1, y suit la loi de Poisson avec le paramètre lambda 2, donc la somme des deux variables aléatoires x plus y aussi suit la loi de Poisson, mais avec le paramètre lambda 1 plus lambda 2. Donc, x plus y égale à 3. Donc, 3 noyades seraient enregistrées pour cette population durant les 2 années suivantes. Donc, c'est exponentielle moins 6, 6 à la puissance 3 sur 3 factoriel. C'est clair? Donc, 6,089. Exercice 3. On s'intéresse à la durée de vie d'un échantillon de sang souris de laboratoire après injection d'une molécule à la naissance. On observe que la durée de vie de ces souris est distribuée selon une loi normale autour d'une moyenne de 400 jours et un écart type de 8 jours. Alors, qu'est-ce que vous avez? Regardez, pour les exercices des lois. La loi normale est identifiée dans l'énoncé. D'accord? Donc, vous devez choisir entre la loi binomiale ou bien la loi de Poisson. D'accord? Vous avez les 3 conditions de validité de la loi binomiale. La répétition, l'indépendance, l'alternance. Donc, il s'agit bien de la loi binomiale. Maintenant, si vous avez apparition d'un événement survenant pendant un temps donné ou un espace, ou bien vous avez un phénomène rare, d'accord? Vous avez un seul paramètre, donc il s'agit bien de la loi de Poisson. Mais j'ai déjà dit la loi de Poisson, pardon, la loi normale est identifiée. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? X, c'est la durée de vie des souris. X suit la loi normale avec les 2 paramètres. La moyenne, c'est 400 et l'écart type, c'est 8. J'ai déjà dit, toujours, la première étape, c'est qu'est-ce que vous avez? Centrage, réduction, transformation de x à z égale à x moins m par sigma. Pourquoi? Pour avoir z suit la loi N01. C'est clair. Parce que la loi N01, c'est une loi tabulée ayant des propriétés particulières. Alors, il vous demande de calculer la probabilité que la durée de vie est comprise entre 390 et 420. Donc, on applique le changement sur les 3 côtés de l'inégalité. Donc, 390 moins 400 sur 8. Ici, x moins 400 par 8. Ici, 420 moins 400 par 8. Donc, finalement, qu'est-ce que vous avez? La probabilité de z entre moins 1,25 et 2,5. C'est clair? Utilisez les propriétés de la fonction de répartition du variable aléatoire contenu. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la probabilité entre A et B, c'est pi de B moins pi de A. Donc, la probabilité, c'est pi de 2,5 moins pi de moins 1,25. Donc, P d'une valeur négative, c'est 1 moins pi de 1,25. D'accord? Pour pi de 2,5, regardez la table 1 de la loi normale.
2,5. Donc 2, 2,5, c'est 0,9938 et 1,25. Donc, décimale 2, centaine, c'est 5. Voilà, d'accord. On va essayer de... Alors, regardez. Donc, c'est une loi symétrique. Donc, c'est la courbe en cloche de la fonction de répartition. Partant de la fonction de densité de la loi normale. Quelles sont les propriétés d'une fonction de densité? D'accord. C'est déjà vu dans des variables aléatoires. Donc, la fonction de densité en deux propriétés, elle est toujours supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire la courbe au-dessus de l'axe des abscisses et la surface, d'accord, entre l'axe des abscisses et la courbe de la fonction de densité égale à 1. D'accord. Maintenant, la fonction de répartition, donc par exemple, vous avez ici Z. Cette partie assurée, regardez, en rouge, c'est la probabilité d'avoir Z inférieur ou égal à Z. Donc, c'est la fonction de répartition dans le point Z. C'est clair. Maintenant, cette partie assurée en jaune, c'est la probabilité d'avoir Z supérieur à Z. Donc, c'est 1 moins pi de Z. D'accord. Pourquoi? Parce que la surface, c'est 1 total. Regardez. Donc, 0. Donc, pi de 0. Combien pi de 0? C'est cette partie. Cette partie assurée en noir. Donc, combien? Donc, vous avez la courbe en cloche symétrique. Donc, c'est 0,5, 0,5. Donc, la pi de 0, c'est la moitié. Donc, c'est 0,5. Voilà. Par exemple, si vous voulez calculer
moins z. Alors, pi de moins z. Regardez. Pi de moins z, c'est cette partie hachurée en bleu. Regardez. D'accord? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez pi de moins z, c'est exactement 1 moins pi de z. D'accord? C'est la deuxième. Donc, c'est deuxième propriété. Si vous cherchez maintenant voilà. Maintenant, la troisième propriété en utilisant toujours les graphes. Donc, cette fois-ci, la probabilité de z supérieure ou égale à moins z. D'accord? Par exemple, si vous voyez moins z et z. Alors, pi de z supérieur ou égal à z, c'est cette partie hachurée en rouge. D'accord? Cette partie, elle est que cette partie. D'accord? Donc, on va utiliser. Donc, regardez. Donc, la partie hachurée en vert, donc la partie verte et la partie rouge sont égales. C'est-à-dire, la probabilité de z supérieure ou égale à moins z, c'est exactement pi de z. En utilisant les graphes, vous pouvez démontrer analytiquement qu'est-ce que vous avez la probabilité de z supérieure égale à moins z. C'est 1 moins la probabilité de z inférieure strictement à moins z. Donc, c'est 1 moins pi de moins z. Et pi de moins z, c'est donc 1 moins, c'est 1 moins pi de z. Donc finalement,
1 moins 1, c'est 0. Moins fois moins, c'est plus. Donc, finalement, c'est pi de z. Donc, les propriétés utilisées, pi de z inférieur ou égal à z, si pi de z, la fonction de répartition dans z, pi de z supérieur à z, c'est 1 moins pi de z. La probabilité pi de moins z, c'est 1 moins pi de z. Et pi de z supérieur ou égal à moins z, c'est pi de z. Donc, vous pouvez utiliser seulement le graphe de la fonction de densité. C'est clair? Voilà. Alors, deuxième question. Regardez ici cette table. Donc, la dernière valeur, c'est 0,3.4. Donc, 0,99998. Donc, presque égal à 1. Donc, par exemple, pi de 3,4, par exemple, p de 3,5, c'est 1. D'accord? Pour z supérieur à 3,4, donc en utilisant cette table, donc pi de z, c'est 1. Donc, alors, deuxième probabilité. Donc, il vous demande de calculer le nombre, c'est-à-dire probabilité fois le nombre total. Donc, c'est 88,82. Donc, c'est 89. On cherche un x tel que la probabilité de x inférieure à x égale à 0,75. Donc, la deuxième question. À quelle durée de V correspond la troisième quartile? D'accord? Regardez pour les quartiles. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la distribution. Donc, dans le centre, vous avez la médiane. Bien, deuxième quartile, Q1. Donc, ici, vous avez, pardon, Q2, Q1 et Q3. Donc, le troisième quartile, c'est 3 sur 4. Donc, c'est 0,75. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 75% de la distribution lui sont inférieures et 25% lui sont supérieures. Donc, le troisième quartile, vous avez 75% de la distribution. Donc, la probabilité de x inférieure à x lui sont inférieures. Donc, vous avez 3 sur 4. 0,75 lui sont inférieures. Donc, la probabilité de x inférieure à x égale à
0,75. X suit N 408. Alors, la première étape, qu'est-ce que vous avez? Transformation, c'est-à-dire centré pour avoir la fonction de, la loi N01. D'accord? Donc, centrage, réduction. Donc, on va transformer déjà. Voilà, la transformation, elle est déjà présentée dans la question précédente. Donc, Z, ici, x moins 400 sur 8 égale à 0,75. Donc, pi de z inférieur, j'ai déjà dit, c'est la fonction de répartition dans le point x moins 400 égale à 8. Donc, égale à 0,75. D'accord? Regardez. On utilise donc c'est la table 1, j'ai déjà dit la table 1, c'est la fonction de les probabilités en bleu, donc c'est pi de z. Donc présente ici, c'est pi de z, la partie bleue. Regardez, 0, j'ai déjà expliqué, P de 0, c'est 0,5. Donc, dans cette table, vous avez uniquement les valeurs positives. Pour les valeurs négatives, utilisez les propriétés précédentes. D'accord? Donc, pi de moins z, c'est 1 moins pi de z. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous cherchez ici 0,75. Alors, donc les valeurs dans un ordre croissant. Pourquoi? Parce que ce sont des surfaces supérieures à 5, donc 0,75. Regardez, qu'est-ce que vous avez? La valeur ne figure plus dans la table ici, mais vous avez deux valeurs. Ou bien vous choisissez la valeur la plus proche, ou bien la méthode utilisée dans le cours, c'est on va prendre l'adjacente inférieure et l'adjacente supérieure. Regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'adjacente inférieure, c'est 0,7486 et l'adjacente supérieure, 0,7517. Pour l'adjacente inférieure ayant, donc l'abscisse, c'est 0,667 et 0,678. Donc, on va prendre le centre des deux adjacentes, c'est-à-dire 0,67, donc la primitive de l'adjacente inférieure, plus la primitive de l'adjacente supérieure, donc 6, 8, par 2, donc le centre. Donc, on va prendre 0,675. C'est clair? Voilà. Donc, c'est 0,675. Donc, la primitive de 0,75, c'est x moins 408. Donc, je répète, la valeur 0,75 ne figure pas dans la table 1 de la loi normale. On va prendre la primitive de l'adjacente inférieure plus la primitive de l'adjacente supérieure divisée par 2. Donc, 0,75 ne figure pas dans la table. On prend les deux adjacentes droite et gauche. Il s'agit de 0,74
8, 6 et 5, 17. Et finalement, qu'est-ce que vous avez? Donc, la résolution nous donne x égale à 405,4, donc 405 jours. La troisième question, il vous demande, donc la troisième question, à quelle durée de V correspond le troisième décile? Alors pour les déciles, qu'est-ce que vous avez les déciles? Donc, pour les déciles, vous avez alors pour les déciles, voilà la population bien. Donc on divise en départé égale. Donc vous avez D1, D2, donc premier décile, D2, D3. Donc vous avez 3 sur 10. 0,3. Donc, pour le troisième décile, vous avez 30% de la population lui sont inférieurs. Donc, la probabilité de x inférieure à x égale à 0,3. Le changement, donc, pour avoir z, 1, 0, 1, donc, qu'est-ce que vous avez? Z inférieur à x moins 400 par 8, donc c'est la fonction de répartition dans le point x moins 400 par 8 égale à 0,3. 0,3 inférieur à 0,5. Regardez ici la table. La table 1. Regardez, 0,5 jusqu'à 0,9998. Est-ce que vous avez 0,3 figure dans la table 1? Non. Pourquoi? Donc, ceci signifie que x moins 400 divisé par 8 est une valeur négative. Voilà. On va regarder. Donc, vous avez ici, par exemple, x, une valeur, z, une valeur négative. Donc, c'est 0. J'ai déjà expliqué la probabilité, pardon, pi de 0, c'est 0,5. La table 1 donne exactement les valeurs positives, c'est-à-dire x supérieur à 0, les surfaces. Alors, pour les valeurs négatives, on utilise les propriétés. Vous avez ici la probabilité, donc pi de cette valeur z égale x moins 400 égale 0,3. Donc, ceci signifie que inférieur à 0,5, ceci signifie que cette valeur est une valeur négative. D'accord? Si vous avez une valeur négative, alors vous cherchez moins z. D'accord? Donc, moins z, c'est une valeur positive. D'accord? Et pi de moins z, vous avez une relation qui lie entre pi de z et pi de moins z. Vous avez pi de moins z, c'est 1 moins pi de z. D'accord? Regardez. Donc c'est 0,7. Voilà pi de z. Donc pi de x moins 400 sur 8. Par exemple, en noir, c'est 0,3. Maintenant, pi de moins z. On utilise une autre couleur rouge. Donc, pi de moins z, c'est en rouge. Donc, cette partie assurée. Donc, cette partie, c'est 1
Donc, l'air total moins cette partie. Et cette partie égale à cette partie. Donc, pi de moins z, c'est 1 moins pi de z égale à 0,7. Vous cherchez maintenant la primitive de 0,7. Donc, la table 1, donc 0,7 aussi ne figure pas dans la table. Donc, regardez, vous avez l'adjacente inférieure, c'est 0,6985, ayant une primitive égale à 0,52. Et l'adjacente supérieure, c'est 0,7019, ayant une primitive égale à 0,53. On va prendre le centre des deux primitives. Donc, 0,52 plus 0,53 par 2, donc 0,525. Donc, vous avez moins x moins 400 par 8 égale à 0,525. Donc, x égale à 396 jours. Voilà. L'exercice 4. Donc, dans une famille, la probabilité de naissance d'un enfant gaucher est de 1 sur 5. On sait que cette famille a 9 enfants. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x, le nombre de gauchers? Quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 gauchers dans cette famille? Quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 enfants gauchers? Alors, le x ici, c'est regarder la question, toujours nombre de gauchers, avoir exactement 2 gauchers, avoir au moins 2 gauchers. Donc, la variable aléatoire étudiée dans cet exercice, c'est le nombre de gauchers. Vous avez les 3 conditions de validité de la loi binomiale sont satisfaites. Donc, la répétition, donc n égale à 9. L'alternance, donc vous pouvez avoir la naissance d'un enfant gaucher avec une probabilité de 1 sur 5 pi, ou bien la naissance d'un enfant droitier avec une probabilité de 1 moins 1 sur 5, donc c'est 4 sur 5. Donc vous avez l'alternance, donc succès ou bien échec. Et la troisième condition, bien sûr, l'indépendance. Alors, la probabilité pour une loi binomiale, c'est Cn k, p à la puissance k, q à la puissance n moins k. Il vous demande d'identifier la probabilité d'avoir exactement 2 gauchers, c'est-à-dire x égale à 2, vous remplacez le k par 2. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 enfants gauchers? Au moins, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Alors, je répète. Alors, au moins n, c'est supérieur ou égal à n. Moins de n, inférieur strictement à n. Au plus n, c'est-à-dire inférieur ou égal à n, plus de n, c'est-à-dire supérieur strictement à n. Car les formules utilisées. Donc ici, supérieur ou égal à 2, au moins 2. Alors, pour la loi binomiale, si vous voulez présenter la loi de probabilité, puisque c'est une variable aléatoire discrète, donc les modalités pour une loi binomiale. Donc, vous avez x suit b n p. Donc, j'ai déjà dit la loi binomiale est une variable aléatoire discrète
ayant une loi de probabilité. Donc, vous avez le tableau, les X et avec les probabilités associées. Alors, les X et les modalités prises pour une loi binomiale de 0 jusqu'à n. 0. Donc, c'est une loi variable aléatoire discrète finie. Donc, ayant les modalités de 0 jusqu'à n avec les probabilités associées en utilisant la formule CNK, pi à la puissance k, q à la puissance n-k. Bien sûr, loi de probabilité, vous devez avoir la somme des pi i égale à 1, bien sûr. Alors, x supérieur à 2, regardez, c'est le 2 ici, supérieur égal à 2, donc de 2 à n. Donc, vous avez le choix, ou bien vous calculez la probabilité de 2, plus 3, plus 4 jusqu'à n, ou bien utilisez l'événement contraire pour gagner du temps. D'accord, c'est très simple. Donc, c'est 1 moins la probabilité de x égale à 0 plus x égale à 1. D'accord, chaque fois, vous remplacez la valeur convenable. Voilà. Par exemple, si vous avez une autre question, une quatrième question, quelle est la probabilité d'avoir 4 droitiers? 4 droitiers. Est-ce que vous calculez comme ça 4x égale à 4? Non. D'accord. Et si le succès, c'est avoir un enfant gaucher, regardez. Regardez. La probabilité d'avoir qu'un succès. Dans cet exercice, le succès x, c'est le nombre de gauchers. Donc, le succès, c'est avoir un enfant gaucher. Alors, pour calculer la probabilité d'avoir 4 droitiers, donc 4 droitiers, c'est-à-dire combien de gauchers, c'est le complément. Donc, au total, vous avez 9 enfants, donc c'est 5. Donc, vous calculez la probabilité d'avoir alors la probabilité d'avoir 4 droitiers, c'est-à-dire le complément 5 gauchers. Donc, vous calculez la probabilité de x égale à 5. Et non x égale à 4. C'est clair. Parce que le succès, c'est avoir un enfant gaucher. Alors, l'exercice 5. Vous avez un chercheur à étudier l'âge moyen auquel les premiers mots du vocabulaire apparaissent chez les enfants. Une étude effectuée auprès d'un millier d'enfants montre que les premiers mots apparaissent en moyenne à 2 mois, et avec un écart type de 1 mois et demi, sachant que la distribution des âges est normale. On souhaite évaluer la proportion des enfants ayant acquis leur premier mot avant 5 mois, après 6 mois, et on clôture par l'évaluation de la proportion d'enfants ayant acquis leur premier mot entre 3 et 5 mois. J'ai déjà dit, la loi normale est présentée, identifiée dès le début dans l'énoncé. Donc, X, c'est l'âge auquel les premiers mots apparaissent. X suit la loi normale avec les deux paramètres. La moyenne, c'est 2 et l'écart type 1 mois et demi, c'est-à-dire 1,5. Toujours, on commence par un centrage réduction, c'est-à-dire le changement de variable de x à z égale à x moins m divisé sur sigma. Pourquoi? Pour avoir z suit la loi N01 parce que c'est une loi tabulée ayant des propriétés particulières.
Alors, avant 5, donc le changement sur les deux côtés de l'inégalité, donc Z inférieur à 2. Z inférieur à 2, j'ai déjà expliqué en utilisant la courbe de la fonction de densité de la loi normale, c'est exactement pi de 2. Utilisez la table 1, pi de 2, donc pi de 2, c'est 0,977,2. D'accord. Deuxième question. Après, c'est moins supérieur à 6, appliquer le changement de variable, avoir Z supérieur à 2,67. Donc ici, vous devez approximer en utilisant deux chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que dans la table, vous avez deux décimales. D'accord? Z supérieur, j'ai déjà expliqué la probabilité de Z supérieur à Z, c'est 1 moins pi de Z. D'accord, c'est 1 moins pi de 2,67. Donc, c'est 1 moins 0,9962. Maintenant, x comprise entre 3 et 5, appliquez le changement. Donc, vous avez Z entre 0,67 et 2. Utilisez les propriétés de la fonction, de répartition. Donc, vous avez la probabilité de Z entre A et B, c'est pi de B moins pi de A, donc pi de 2 moins pi de 0,67. D'accord? Le dernier exercice, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une enquête effectuée auprès de familles de 4 personnes afin de connaître leur achat de lait en un mois. Sur l'ensemble des personnes interrogées, la consommation de ce produit forme une population gaussienne. Population gaussienne, c'est-à-dire loi normale, avec une moyenne de 25 litres et un écart type de 6 litres. En vue de recevoir une campagne de publicité, on souhaite connaître le pourcentage des faibles consommateurs, c'est-à-dire moins de 10 litres par mois, et le pourcentage des grands consommateurs, c'est-à-dire plus de 30 litres par mois. Calculez les deux pourcentages. Donc, bien sûr, ici, X est consommation de lait. Elle suit la loi normale avec les deux paramètres, en moyenne 25 et un écart type égal à 6. Centrage réduction pour avoir Z égale à N, suit N01. Donc, faible consommateur, c'est-à-dire X inférieur à 10. Grand consommateur, c'est-à-dire X supérieur à 30. La probabilité d'avoir X inférieur à 10, appliquez le changement de variable. Donc, qu'est-ce que vous avez? Z inférieur à moins de 5, pi de moins de 5, une valeur négative. Utilisez les propriétés, j'ai déjà expliqué en utilisant la courbe, c'est 1 moins pi de 5. Utilisez la première table, pi de 2, 5, c'est 0,9938. Donc finalement, vous avez 0,0006. Une probabilité très, très, très faible. Alors, grand consommateur, X supérieur à 30, donc appliquer le changement, 30 moins 25 sur 6, donc Z supérieur à 0,83, donc utiliser la propriété, c'est 1 moins pi de Z inférieur à 0,83, donc c'est 1 moins pi fait le point 0,83, utiliser la table 1, donc c'est 0,7967. La troisième question, au-dessous de quel nombre de litres achetés se trouve 75% des consommateurs, c'est-à-dire au-dessous, X inférieur à X, la probabilité de X inférieur à X égale à 0,75. Appliquez le changement, donc Z inférieur à X moins 25 sur 6, donc pi de X moins 25 divisé par 6 égale à 0,75. On a déjà cherché cette valeur 75 ne figure plus. Donc, utiliser l'adjacente inférieure et l'adjacente supérieure. Donc, la primitive de l'adjacente inférieure, c'est
Donc, l'adjacente inférieure, voilà l'adjacente inférieure et voilà l'adjacente supérieure. La primitive de l'adjacente inférieure, c'est 0,67. La primitive de l'adjacente inférieure, c'est 0,68. Donc, on va prendre la somme, d'accord? Ici, c'est 5. Donc, 0,67 plus 0,68 divisé par 2, c'est 0,675. Donc, vous avez x moins 25 par 6 égale à 0,675. Donc, x, c'est 25,05 litres. Donc, la question suivante. Combien de litres au maximum consomme la moitié des consommateurs? Donc, la moitié, c'est 0,5 au maximum. D'accord? C'est-à-dire la probabilité de x inférieure égale à x égale à 0,5. Donc, au maximum, vous avez x. Consomme x. Donc, x inférieur à x, on applique le changement. Donc, z inférieur à x moins 25 par 6, donc le point 0,25, 6 égale à 0,5. Je suis à la valeur pi à 0,5, c'est à 0. Donc, x moins 25 par 6 égale à 0, donc x égale à 25 litres. Alors, la dernière question, au-dessus de quelle consommation se trouve le tiers de la population? Au-dessus, et 2 tiers, donc tiers, combien tiers? Donc, la probabilité de x inférieur ou égal à x égale à, regardez, au-dessus ou bien au-dessous, donc au-dessus, c'est-à-dire supérieur. Donc, x supérieur à x égale à 0,33, le tiers, 1 sur 3. Donc, on applique le changement. Donc, z supérieur à x moins 25 sur 6. Donc, c'est 1 moins pi fait le point x moins 25 par 6 égale à 0,33. Donc, pi de x moins 25 sur 6 égale à 0,67. Regardez, 0,67. 0,67. Vous avez exactement la valeur, donc c'est 0,1 décimal, donc 0,44. D'accord, donc vous avez x moins 25 par 6, c'est 0,44, donc x c'est 27,64 litres. Alors, on cherche x, cette fois-ci 2 tiers, c'est-à-dire 0,67, la même chose. Mais qu'est-ce que vous avez? Pi de x moins 25 par 6, c'est 0,33. J'ai déjà expliqué, inférieur à 0,5. Donc, comment vous calculez? Donc, ceci signifie que x moins 25 par 6 est une valeur négative. On cherche moins cette valeur, c'est-à-dire x moins 25 par 6 est une valeur positive et pi de cette valeur, c'est 1 moins pi de la valeur négative, donc c'est 1 moins 0,33, donc c'est 0,67. De la table 1 de la loi normale, on obtient moins x moins 25 par 6, c'est 0,44, donc x c'est 22,36 litres. Alors on remarque, par exemple ici, si vous avez dans l'énoncé, faites attention de l'unité de mesure. Par exemple, ici, vous avez dans l'exercice 6, 25 litres en moyenne et 6 centilitres. Donc, vous devez avoir la même unité. Donc, on va prendre 25 centilitres ou bien décilitres, donc 6 décilitres, c'est 0,6 litres. Donc, on va prendre les paramètres 25, 0,6. Donc, faites attention de l'unité de la moyenne et l'unité de l'écart type. Donc, vous devez avoir la même unité de mesure.
Alors, l'exercice supplémentaire sur l'approximation. D'accord, c'est quoi l'approximation des lois? Alors, vous avez l'approximation de la loi binomiale par la loi normale et l'approximation de la loi de Poisson par la loi normale. Donc, les conditions. Pour approximer, si vous avez x suit la loi binomiale, BNP, vous avez les conditions 1 supérieur ou égal à 30, 1 fois P supérieur à 5, 1 fois Q supérieur à 5. Donc, alors, X est approximé par Y, tel que Y suit une loi normale ayant les deux paramètres. Vous avez la moyenne, c'est 1P, et l'écart type, c'est racine NPQ. La loi de Poisson. Donc, les conditions, si vous avez X suit la loi de Poisson, pi lambda, et lambda supérieur à 5, donc vous pouvez approximer X par Y, tel que Y suit la loi normale. Avec les deux paramètres, on va prendre la moyenne de la loi normale, c'est lambda, et l'écart type de la loi normale, c'est racine de lambda. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la loi binomiale, la loi de Poisson, ce sont des variables aléatoires discrètes. Et la loi normale est une variable aléatoire continue. Donc, on va approximer une variable aléatoire discrète par une variable aléatoire continue. C'est clair? L'approximation est un outil facultatif. Donc, vous pouvez l'appliquer ou bien non. C'est un outil facultatif. Vous avez deux cas, d'accord, dont l'approximation devient obligatoire. Quand? Si vous avez dans l'exercice, alors pour l'exercice, on vous demande d'utiliser la loi approximée ou bien la loi ajustée. D'accord? Dans ce cas, vous devez appliquer l'approximation ou bien si vous avez des calculs volumineux. Alors, je vais vous expliquer les deux points. Alors, un exercice d'application, exercice simple. Alors, vous avez la probabilité pour un individu d'être albinos est de 0,002. Alors, soit X, la variable aléatoire, le nombre d'albinos dans un groupe de 5000 individus, quelle loi suit X, d'accord? Donc, quelle loi suit X? Alors, justifier. Donc, par quelle loi peut-on l'approcher? Calculer la probabilité de X égale à 20. Alors, Re albinos est de 0,002. 1, soit X la variable aléatoire, nombre d'albinos dans un groupe de 5000 individus, quelle loi suit Y? Justifier. Par quelle loi peut-on l'approcher? Alors, X, c'est le nombre d'albinos dans un groupe de 5000 individus. Donc, X suit la loi binomiale 5000, 0,002. Pourquoi? Parce que vous avez les conditions de validité, la répétition, l'alternance, l'indépendance. Donc, la probabilité d'avoir K albinos, c'est 0,C1K, P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Il vous demande de calculer la probabilité de X égale à K, égale à 20. Donc, vous pouvez utiliser la loi initiale, c'est-à-dire vous remplacez K par 20. Donc, j'ai déjà dit, l'approximation est un outil facultatif. Maintenant,
il vous demande de discuter les conditions d'approximation. Donc, vous avez n égale à 5000, donc supérieur à 30. Un p, c'est 10, donc supérieur à 5. Un q, c'est 4990, supérieur aussi à 5. Donc, vous avez les trois conditions d'approximation de la loi binomiale par la loi normale sont satisfaites. Donc, alors, x approximé par y, tel que y suit la loi normale. On va prendre pour la moyenne de la loi normale un p, c'est 10. Et pour l'écart type de la loi normale, racine de npq, donc racine de 9,98, donc c'est 3,16. D'accord? Ici, dans l'exercice, il demande de calculer la probabilité d'avoir égale à 20. Donc, vous pouvez utiliser la loi initiale ou bien la loi approximée. Par exemple, dans l'exercice, si vous avez calculé la probabilité de x égale à 20 en utilisant la loi approximée. Donc, dans ce cas, l'approximation est obligatoire. Pourquoi? Parce que dans l'exercice, il vous demande d'utiliser la loi approximée pour évaluer cette probabilité. Alors, comment vous pouvez calculer cette probabilité? Alors, la probabilité de x égale à 20. Normalement, x approximé par y. Donc, la probabilité de x égale à 20 en utilisant donc la probabilité de x égale à 20 en utilisant la loi binomiale, c'est combien? C'est 5000 20 P, c'est-à-dire 0,002 à la puissance 20 et Q à la puissance 5000 moins 20. D'accord? Donc, cette valeur diffère de 0, différent de 0, ayant une valeur. Par contre, puisque vous avez x approximé par y, la probabilité de y égale à 20 égale à quoi? Elle est nulle. Toujours la probabilité de x égale à k pour une loi continue, donc pour la loi normale, c'est 0. Alors, vous avez une contradiction. Normalement, cette probabilité ayant une valeur différente de 0. Mais, lors de l'utilisation de l'approximation, vous avez la probabilité de x égale à 20, c'est 0. C'est 0. Donc, vous avez une contradiction. Pourquoi? Parce que la loi approximée est une loi continue. Tandis que la loi initiale est une loi discrète. Alors, regardez. Alors, un point délicat résulte du fait que nous approximons une loi discrète, Poisson ou binomiale, par une loi normale continue. Vous avez la probabilité sur un point n'est pas nulle pour une loi discrète. Donc, j'ai déjà expliqué pi de x égale à k, c'est C1k p à la puissance kq à la puissance 1 moins k, différent de 0 pour la loi binomiale. C'est la même chose pour la loi de Poisson. Donc, x égale à k, c'est exponentielle moins lambda à la puissance k sur k factoriel, différent de 0. Tandis qu'elle est pour une loi y continue, la loi normale. Donc, x approximé par y, donc la probabilité de y égale à k, elle est nulle pour la loi normale. Alors, la solution, alors pour éviter le
le paradoxe est de calculer non pas la probabilité que y soit strictement égal à k, mais la probabilité qu'elle soit incluse dans un intervalle autour de k. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? La probabilité de x égale à k, approximée par y égale à k, donc c'est 0. Pour éviter ce problème, donc vous calculez la probabilité de k moins 1 demi. Donc on va prendre un segment, d'accord, autour de k, donc c'est k moins 1 demi et k plus 1 demi. Donc la probabilité de x égale à k, c'est la probabilité de y entre k moins 1 demi et k plus 1 demi, et c'est la correction de continuité. D'accord? Je répète. Donc, le problème se pose lorsqu'on approxime une loi de variables aléatoires discrètes binomiales au poisson par une loi continue normale. La probabilité sur un point n'est pas nulle pour une variable discrète, tandis qu'elle est nulle pour une variable normale, continue. Donc, pour résoudre le problème, on applique la correction de continuité. Donc, au lieu de calculer la probabilité de y égale à k, on calcule ou bien on approxime la probabilité de x égale à k par la probabilité de y entre k moins 1 demi et k plus 1 demi. Donc, on va prendre un intervalle de segments, donc k moins 1 demi et k plus 1 demi. C'est clair? Alors, l'exercice. La probabilité de x égale à 20, c'est la probabilité de y entre 20 moins 1 demi et 20 plus 1 demi. Donc, y entre 19,5 et 20,5. Donc, y suit la loi N10 3,16. Donc, changement de variable. Donc, y à z. Z, c'est y moins 10 divisé par 3,16. Pourquoi? Parce que z, pour avoir z, une loi centrée réduite, tabulée. Donc, on applique le changement. Les deux côtés, moins 10 divisé sur 3,16. Donc, z entre 3 et 3, 32. Donc, utiliser les propriétés pi de b moins pi de a. Pi de 3, 32, c'est 0,9995. Pi de 3, 0,9985. Donc, le résultat final, c'est 0,0008. D'accord? Je répète. L'approximation est un outil facultatif. C'est dans l'exercice, vous avez utilisé la loi approximée. Donc, l'approximation devenue obligatoire. Ou bien, le deuxième point. Par exemple, dans cet exercice, si vous avez une question. Donc, ajoutez une question. Calculez la probabilité de x entre 1000 ou bien 100 albinos et 300. Vous avez x suit la loi binomiale. Une question, calculer la probabilité d'avoir x 100 et 300 en utilisant la loi initiale. Donc, x entre 100 et 300, c'est la probabilité de x égale à 100 plus la probabilité de x égale à 101, ainsi de suite jusqu'à 300. Vous pouvez calculer cette probabilité? Impossible. C'est un calcul volumineux. Donc, dans ce cas aussi, vous avez l'approximation est obligatoire. C'est clair? Parce que au lieu d'utiliser la loi binomiale, on utilise la loi normale. Et c'est très simple. Donc, x approximé par y. Donc, qu'est-ce que vous avez? X entre 100, pardon, y. Donc, x approximé par y. Donc, y
x entre m et n, elle est approximée par y entre m plus 1 demi et n plus 1 demi. Donc, vous devez, donc, égal cette probabilité, c'est exactement la probabilité. Donc, vous avez 100 moins 1 demi. Donc, y est 300 Donc ici, vous avez plus 1 demi et 300 moins. Donc vous avez les formules, toutes les formules de la correction de continuité dans le cours. D'accord? Donc c'est y entre 100,5 et 299,5 et les calculs de cette probabilité en utilisant la loi normale est très, très, très simple. D'accord? Donc, l'approximation est un outil facultatif. Aussi, dans ce cas, elle est devenue obligatoire. Pourquoi? Parce que le calcul est volumineux. On utilise la loi initiale. C'est clair. Donc, c'est tout ce qui concerne la correction de continuité. Voilà. Merci.